Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Alors, top 8, 20 titres paralympiques, c'était l'objectif, on y est. Il reste quelques médailles possibles encore aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que ce top 8 va tenir? Est-ce que sportivement, on peut déjà dire que c'est gagné pour les Français? C'est pas gagné tant qu'on n'y est pas complètement. Il reste encore une journée de compétition avec encore des chances de médaille aujourd'hui ici ou là. Donc en tous les cas, On est à 19 titres précisément. On est à 19 titres effectivement. Dans le top 8, on a les Australiens juste derrière. Ouais. Mais il faut quand même qu'ils gagnent 2 médailles d'or pour nous passer devant. Donc on peut être optimiste sur le fait que l'équipe de France va rester à cette 8e place. Et effectivement, c'est une belle performance. 19 titres, c'est 8 de plus qu'à Tokyo il y a 3 ans. Donc bravo à cette équipe de France qui nous a quand même régalé. Oui, forcément, comme dans tous les jeux, il y a des sports et des athlètes qui ont brillé, il y en a qui sont un peu passés à côté, mais c'est normal en fait. Le CC-Foot, hier soir, vous y étiez? C'était dingue. C'était magique, c'était incroyable. Quel moment de sport, quelle émotion, quel suspense jusqu'à la dernière seconde. Et ce tir au but de Villeroux, c'était vraiment très très beau. Je pense qu'il y avait une émotion très très forte. Beaucoup de Français, je pense, ne connaissaient pas le CC-Foot il y a 2 semaines. On a découvert cette équipe, on a découvert ce sport, et je pense que ça restera. Ça nous aura marqué. À la fois sur le côté sportif et le niveau performance, mais aussi en fait comme pour beaucoup de ces moments de ces Jeux paralympiques, c'est aussi cette exposition au handicap, de voir à quel point on arrive à faire des choses exceptionnelles dans des situations de handicap qui sont quand même assez impressionnantes. Quand on voit cet engouement qu'on a vu hier soir, qu'on a vu à plein d'autres moments de la compétition, c'est ça qui vous donne de l'espoir pour la suite, c'est de transformer cet essai, j'allais dire? Oui, c'est sûr que l'histoire n'est pas finie, mais pour bien commencer l'histoire, il fallait un grand coup, il fallait un coup de visibilité très important, il fallait que les Français, que le grand public prenne un peu une claque, parce que je pense que c'est la première fois qu'on est exposé avec autant de volume entre guillemets à ces sports paralympiques et ces athlètes paralympiques qui nous ont émus. Vous avez parlé d'Aurélie Aubert également, premier titre de l'histoire pour la France en boccia, un sport qui est quand même aussi. Je pense que les gens connaissaient pas la boccia. Voilà, pas grand monde ne connaissait la boccia, exactement, voilà. Et avec des handicaps souvent assez lourds. Mais c'était formidable, c'était très émouvant, c'était une vraie sportive de haut niveau ce jour-là pour aller chercher son titre, et il y avait beaucoup d'émotions. Comment faire pour que ça ne retombe pas? C'est-à-dire la visibilité du handicap, elle est centrale, vous le soulignez, mais comment faire pour qu'il y ait un avant et un après Paris 2024? Encore une fois, dans la stratégie, pour nous, c'était d'abord marquer les esprits, et je pense que ça a été le cas, pour que ensuite chacun prenne ses responsabilités et que ça continue à pousser. Donc le travail doit venir à la fois du monde sportif, qui doit devenir plus inclusif, plus accessible. Il y a encore des personnes en situation de handicap qui n'ont pas suffisamment accès à des structures sportives, et de la part aussi à la fois des acteurs publics et des acteurs privés pour soutenir ce développement, pour accompagner ces structures sportives, pour donner envie, pour accompagner celles et ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se doter en équipement, parce que forcément il y a les équipements sportifs quand on est en situation de handicap qui coûtent de l'argent, et tout ça est possible. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un écosystème qui est beaucoup plus large, qui est prêt à monter au créneau, qui est prêt à aider, et ça va être ça le défi des prochains mois. Est-ce que la vraie ambition, ce serait pas d'arriver à ce que certaines disciplines paralympiques deviennent olympiques, c'est-à-dire de faire concourir des valides, des non-valides, avec dans certains sports, ce serait pas équitable évidemment, mais je pense par exemple au tennis fauteuil, c'est un combat qui est porté par Stéphane Houdet par exemple. Il y a des tournois déjà où on met, et il y a des clubs, quelques clubs où un gamin, au lieu de commencer le tennis, il commence le tennis fauteuil. Est-ce que vous pourriez porter ça? Est-ce que vous dites, allez, tennis fauteuil, ce débat, j'ai l'impression qu'il existe depuis longtemps. Il y a des sports, effectivement. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que Est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs? Alors, c'est pas si simple, effectivement. Il y a des sports où ça existe depuis longtemps, et finalement, c'est pas si efficace que ça. Oui, sur les tournois du Grand Chelem, il y a un tournoi de tennis fauteuil en même temps. C'est pas pour ça que les gens vont voir les matchs. C'est pas pour ça qu'on regarde les matchs à la télévision. Donc, mettre en même temps, souvent, on peut aussi être écrasé par l'extra-médiatisation, l'extra-notoriété des athlètes valides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Comité paralympique international ne souhaite pas que les Jeux paralympiques se tiennent pendant les Jeux olympiques, parce qu'il y a un vrai risque qu'ils disparaissent. Et que là, ce serait une autre discipline. Oui, mais voilà, le risque, c'est que les Léon Marchand, les Teddy Riner et ces grandes stars prennent toute la visibilité si le même jour, on a des athlètes paralympiques en compétition. Et d'avoir un temps dédié
où on est tous concentrés sur la réussite des athlètes paralympiques, ça leur donne beaucoup plus de visibilité. On pourrait aussi imaginer un classement des médailles unique. Là, c'est beaucoup plus simple. Oui. Ou c'est pas si simple d'ailleurs. C'est pas si simple, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui ce sont deux événements séparés. Oui. Porté par deux organisations différentes, avec des financements différents. Donc chacun défend aussi son précaré et essaie de promouvoir son événement. Encore une fois, ça permet aussi d'avoir une vraie visibilité sur un temps olympique très fort et un temps paralympique très fort. On a quand même, pour la première fois de l'histoire, côté Paris 2024, réussi à rapprocher ces deux mondes-là. C'est la première fois de l'histoire qu'on avait le même logo pour les Jeux de Paris 2024, qu'ils soient olympiques ou paralympiques. On a gardé la même ambition sur les sites de compétition. On avait la même équipe de France aussi, avec la même tenue, la même logo de cette équipe de France. Donc on a réussi à trouver des temps forts où on rapprochait les deux. Sur le relais de la flamme, j'ai souhaité que des athlètes paralympiques portent la flamme pendant le relais olympique. Et à l'inverse, pendant le relais paralympique, on a retrouvé aussi des athlètes valides. Donc il y a des possibilités de vous avez fait rapprocher. le maximum en fait. Exactement. On a fait le maximum pour rapprocher les deux, pour que les Jeux paralympiques puissent bénéficier au maximum de la puissance des Jeux olympiques qui sont plus forts aujourd'hui. Mais attention, je ne suis pas convaincu, après ces 10 années de travail sur ce projet, que de mêler les deux serait forcément à court terme le moyen de développer les Jeux paralympiques. Vous parlez de flamme. Qui va l'éteindre ce soir? Ah, c'était bien tenté. Je vous donne rendez-vous ce soir pendant cette cérémonie. Et nous, on vous donne rendez-vous dans une petite minute, puisqu'on va continuer à parler de cette cérémonie de clôture et du bilan de Paris 2024 juste après le fil info, 8h40, Mathilde Romagnan. Je suis sous la surveillance de tous les Français, répond Michel Barnier au patron du Rassemblement national. La veille, Jordan Bardella l'avait qualifié de Premier ministre sous surveillance. Michel Barnier qui s'est rendu hier au siège du SAMU à l'hôpital Necker à Paris à la rencontre des soignants pour son premier déplacement en tant que Premier ministre. Les militants de gauche qui ont manifesté hier contre sa nomination, entre 110 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon les organisateurs, ont défilé dans toute la France. Les partis de gauche parlent d'un coup de force d'Emmanuel Macron et de déni de démocratie. La France demande à la Commission européenne une prolongation du délai pour l'envoi de son plan de réduction du déficit public. La date butoir est initialement fixée au 20 septembre. Selon Bercy, ce délai permettra d'assurer une cohérence entre le plan et le projet de loi de finances 2025. La Mostra de Venise a récompensé Vincent Lindon hier soir. L'acteur français a reçu le prix d'interprétation masculine pour le film Jouer avec le feu. Et c'est le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar qui a remporté le Lion d'Or pour son premier film américain, La Chambre d'à côté. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024, triple champion olympique de canoë, Sydney, Athènes, Londres. Vous auriez aimé, comme athlète, les disputer, ces Jeux de Paris, dans la ville, ce qui était sans doute l'idée de génie? Oui, il y a eu plusieurs moments où effectivement j'avais un petit peu les frissons quand même de voir ces athlètes français portés à ce point par Vous avez eu envie d'aller chercher le canoë là? Par des supporters en feu. Je suis très heureux que les athlètes français aient vécu ce moment-là. Moi, c'est vrai que j'ai vécu les Jeux à l'étranger dans des ambiances aussi qui étaient très fortes, mais plutôt plus pour les athlètes des pays hôtes. Donc forcément, là, c'est vrai aussi une fierté, une satisfaction d'avoir offert ça aux athlètes français. Ça donnait vraiment envie. Les supporters, quand même, ont mis le feu. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment le résultat de cette idée-là. Les Jeux dans la ville. Et Dieu sait que ça a été une bataille contre beaucoup de sceptiques, beaucoup de... Vous rigolez, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais c'est des inquiétudes sur la sécurité, c'est disons-le, de la récupération politique par moment, des batailles partisanes par Paris, région parisienne. Est-ce que, sincèrement, vous n'avez pas été tenté à un moment ou à un autre d'abandonner, tellement c'était compliqué, et puis puisque vous en voulez pas, on va faire plus classique? Non, j'ai jamais eu cette envie. Je me suis battu comme un lion. C'est vrai, des fois face à du monde qui n'y croyait pas. Il y avait ce scepticisme, mais voilà, on voulait vraiment montrer que la France était capable d'organiser des jeux différents dans la ville. C'est vrai que c'était vraiment la colonne vertébrale de ces jeux, de la cérémonie d'ouverture, aussi de compétition. Il fallait montrer une France spectaculaire, une France qui rayonne. Ce sont ces images qui ont fait le tour du monde. Ce sont effectivement, je pense, les points forts qui ont permis à la fois aux athlètes et aux spectateurs
vivre un moment inoubliable. Donc il y a beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Il y avait quand même beaucoup de contraintes. Donc je comprends aussi qu'il y a eu des critiques en amont parce qu'on a quand même envahi le centre-ville avec des contraintes assez importantes pendant plusieurs mois. Est-ce que vous vous dites Mais je peut-être que pense vous que ça l'avez pas valait la peine. suffisamment expliqué? Comment vous expliquez qu'il y a eu ce scepticisme en amont? Parce que quand on voit le résultat, on se dit mais c'était évident. Oui, c'était évident. Juste que les Français sont râleurs, comme vous avez pu le dire. Je pense qu'en tous les cas, il y avait du scepticisme et je pense qu'il y en a toujours eu. Moi, j'ai fait 4 fois les Jeux dans des pays différents. Il y a toujours, en amont des compétitions de cette ampleur-là, beaucoup de critiques, beaucoup de scepticisme. C'est inévitable. On n'a pas été épargné non plus. Mais au final, ça nous a jamais empêché de faire. Et là, c'est là aussi où moi je veux remercier les acteurs qui, même si certains étaient sceptiques, ils nous ont jamais empêché d'aller de l'avant et voire même ils nous ont permis que ça voit le jour. Donc sans la ville de Paris, sans l'État, sans la région et ainsi de suite, on n'aurait jamais pu organiser ces Jeux avec une telle organisation. L'heure du bilan, c'est aussi l'heure des comptes, Tony Estanguet. Est-ce que le budget des Jeux sera tenu? C'est autour de 9 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas le bon chiffre. Le budget de l'organisation des Jeux, c'est 4 milliards et demi. Il est financé à 95% par de l'argent privé. Et notre défi, c'est effectivement qu'il soit à l'équilibre. Il n'y a pas d'indication à ce stade. Non, il n'y a pas d'indication à ce stade que ce ne soit pas le cas. C'est un vrai défi comme sur toutes les éditions des Jeux. Mais pour l'instant, voilà, à l'heure où on se parle, le bilan financier viendra d'ici quelques mois. Mais bien évidemment, notre objectif depuis le début, c'est de garder l'équilibre budgétaire de Paris 2024 et je pense que ce sera le cas. La Cour des comptes d'ailleurs a toujours pour rôle d'éplucher la facture après coup, il nous rendra des comptes, de même que le parquet national financier va poursuivre plusieurs enquêtes, notamment sur votre rémunération. Il y a une question de plafond compte tenu du statut d'association loi 1901 du COJO, 270 000 euros brut annuels, c'est le COJO qui l'a donné. Vous êtes serein aussi là-dessus ? Oui, on est à la disposition de toutes ces organisations de contrôle. On n'aura pas été épargné effectivement puisque chaque année tout a été contrôlé et par la Cour des comptes et par toutes ces organisations. Le parquet national financier a également plusieurs enquêtes en cours. Donc voilà, on est à la disposition de ces organisations. Nous, on estime avoir fait les choses comme il fallait les faire, mais on peut comprendre aussi, parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme et de défiance, qu'il y ait cette volonté de absolument tout contrôler. C'est l'image de la France. Donc on continuera à répondre à toutes ces questions-là. Question courte, réponse courte, si vous le voulez bien, Tony Estanguet. Les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, Anne Hidalgo veut les garder au moins jusqu'en 2028. Quel est votre avis? Est-ce que la Tour Eiffel a vocation à porter des anneaux olympiques? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Pour dire que vous n'aviez pas vraiment d'avis. Ouais, pour dire que c'était pas à moi d'en décider. Moi, je suis très heureux et très fier de voir qu'on se pose la question. Ouais, mais c'est pas à moi de le donner en fait. Je pense. Vous pouvez avoir un avis personnel. Oui, je peux avoir plein d'avis personnels, mais vous voyez, Montréal, Barcelone, Munich ont tous des vestiges, gardé des vestiges des Jeux. Ouais, moi en tous les cas, je trouve que d'avoir un héritage symbolique de ces Jeux, c'est bien. Est-ce que c'est sur la Tour Eiffel? C'est pas à moi d'en décider. Est-ce que c'est moi, je me suis battu pour qu'il y ait un héritage matériel. Il y en a un. Il y a des piscines, il y a des équipements sportifs. Il y a un héritage immatériel qui est presque encore plus important. On a des millions d'enfants qui ont fait du sport grâce à nos programmes éducation, qui sont allés voir les Jeux. Donc ça, c'est un héritage immatériel qui est très important. Moi, je suis aussi favorable à ce qu'il y ait un héritage symbolique. Est-ce que c'est forcément sur la Tour Eiffel? Est-ce que c'est sur l'Arc de Triomphe? Est-ce que c'est ailleurs? C'est pas à moi d'en décider. Je ne suis pas propriétaire de l'espace public. Qui va décider? J'imagine que ce seront les acteurs. C'est la mairie de Paris? Oui, les acteurs publics. L'État? Si c'est sur la Tour Eiffel, c'est la mairie de Paris, puisque la Tour Eiffel appartient à la ville de Paris. Si c'est dans des espaces où l'État est propriétaire, il faudra que l'État donne son avis. Tony Estanguet, certains vous verraient bien faire de la politique, mais on voit aussi de la manière dont vous parlez des politiques et dont quelquefois vous semblez avoir été agacé par certains d'entre eux. Est-ce que ça veut dire que vous dites non, jamais, c'est pas pour moi? Je préfère être peut-être dans quelque chose de plus opérationnel. Ouais, aujourd'hui, en tous les cas, moi, je me suis vraiment réalisé dans ces défis sportifs. Dans un premier temps, j'ai adoré cette aventure parce que c'était une aventure collective. C'était un vrai défi de coordonner un projet de cette ampleur.
Cette aventure, elle n'est pas terminée. Donc, c'est vrai que depuis quelques jours, tout le monde me demande est-ce que vous allez faire de la politique. Moi, j'ai appris quand même. Je me suis imposé depuis maintenant plusieurs années à rester concentré sur mon objectif. On a parlé sur la question précédente de tous les défis qui restent à venir, de tous les bilans qui vont être nombreux. Et je sais que les prochaines semaines et les prochains mois, je vais être bien occupé. Donc, je veux mener cette aventure jusqu'à son terme. Donc, la question. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir? Non, Jamais. parce que je sais que mon aventure, elle se termine pas ce soir, elle se termine dans quelques mois. Et j'ai envie que cette aventure, elle se termine bien. Et mon rôle va être important dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais la vraie question, c'est une fois que ces quelques mois pour terminer seront passés, comment vous allez et comment vous appréhendez, après 10 ans d'une intensité dingue, après même vous n'avez pas vraiment eu de descente de carrière, puisque vous avez enchaîné sur Paris 2024. Je vous vois faire un petit sourire, mais c'est angoissant. Comment vous appréhendez ça? Non, je suis désolé, je suis pas dans l'inquiétude ou dans l'angoisse. Moi, j'ai eu cette inquiétude à la fin de ma carrière sportive, où après 15 ans de sport de haut niveau dans mon sport, je ne savais pas si je serais capable de retrouver une telle intensité dans un projet professionnel. Ça a été le cas. Aujourd'hui, je vais sortir de Paris 2024 avec quand même cette satisfaction d'avoir mené ce projet à son terme et avec plutôt de la réussite. Donc je me sens capable de faire autre chose. Et je ressens pas le stress de vouloir décider tout de suite, parce que je pense que ce serait une erreur de décider aujourd'hui. J'ai besoin d'aller au bout de cette aventure, de faire le point un petit peu de repos, parce que je pense que j'y ai laissé des plumes aussi. J'ai besoin de me reposer. Et ensuite, de retrouver un défi qui va me motiver, et je pense qu'il y en aura plein. Donc, vous avez vu, on l'a vu ces derniers jours, organiser des jeux, par exemple à Albertville, ça peut mener à Matignon, par exemple. Oui, je sais que c'est forcément pour vous l'aboutissement, le Graal. Pas nécessairement, mais vous... C'est pas forcément ma conception. Je pense qu'on peut servir son pays sans forcément faire de la politique. Moi, j'ai eu l'impression d'être à ma place. Dans autre chose? Je ne sais pas. C'est trop tôt. Eh ben, on vous laisse le temps de la réflexion. Merci Tony Estanguet d'avoir été l'invité de ce 8h30 France Info. Merci Bérangère Bonte. 8h50, le fil info Mathilde Romagnan.